Nombreux sont ceux qui se sont plongés dans les sonorités enchanteresses de la voix veloutée de Barry White, et beaucoup plus nombreux encore sont ceux qui ont apprécié l'éclat de sa musique au fil des ans. C'était un artiste célèbre et talentueux qui peignait des émotions avec ses mélodies, laissant une marque durable sur le monde de la musique. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Derrière la musique, il y a des détails inattendus sur un passé criminel et des problèmes de santé qui ajoutent à la complexité de sa vie. Voici ce qui est réellement arrivé à Barry White. L'enfance difficile de Barry White. Le 4 juillet 2003, au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles, Barry White a été déclaré mort. La nouvelle de la mort prématurée de Barry White a bouleversé le monde entier, provoquant une onde de choc dans l'industrie musicale et chez ses légions de fans. Le légendaire chanteur de soul, connu pour sa voix profonde et veloutée et ses tubes intemporels, avait laissé une marque indélébile dans le cœur des auditeurs du monde entier. La pilule est amère à avaler, surtout si l'on considère ce qui s'est passé lors de ce qui fut sa dernière prestation publique. Le concert, entaché par un événement inattendu, s'est terminé sur une note discordante. L'incident qui a choqué les fans s'est produit lors d'un concert à Sydney, en Australie, en 2000. La salle était disposée en fer à cheval, le public entourant la scène de tous les côtés. Lorsque Barry White a fait son entrée, assis à un piano à queue, il n'a pas pu se tourner pour faire face à l'ensemble du public. La moitié des spectateurs ne voyaient que son dos, ce qui les a déçus et déconnectés de la performance. La déception s'est rapidement transformée en colère, et les fans, autrefois adorateurs, ont commencé à huer. Les huées se répercutent dans toute la salle, transperçant le cœur de Barry White. C'est un changement radical par rapport à l'adoration à laquelle il a été habitué tout au long de son illustre carrière. La juxtaposition des foules acclamées lors de ses innombrables prestations précédentes et de la désapprobation inattendue de cette nuit fatidique a ajouté une couche de complexité au chagrin qui enveloppait désormais son héritage. Ce fut un coup dévastateur pour un artiste qui avait consacré sa vie à la musique et s'était toujours efforcé d'offrir à ses fans la meilleure expérience possible. Comment un artiste qui avait conquis le monde avec sa voix et diverti des millions de personnes avec sa musique a-t-il pu recevoir un tel accueil lors de ce qui était son tout dernier concert? Pour comprendre sa triste fin, il est important de comprendre et d'apprécier comment tout a commencé. White est né à Barry Eugene Carter le 12 septembre 1944 à Galveston, au Texas. Son père est Melvin A. White et sa mère Sadie Marie Carter. Ses parents ne s'étant jamais mariés, sa mère lui a donné son nom de famille, mais il a ensuite pris le nom de son père. White a été élevé par sa mère qui, lorsqu'il avait 6 mois, l'a emmené avec son frère Daryl dans le centre-sud de Los Angeles, où il a grandi dans le quartier de Watts. Il est l'aîné de 2 enfants, son frère Daryl étant plus jeune de 13 mois. White grandit en écoutant la collection de musique classique de sa mère et se met d'abord au piano, imitant ce qu'il entend sur les disques. White a grandi en chantant dans la chorale de l'église, tandis que sa mère lui apprenait le piano. Il a enregistré son premier disque à l'âge de 11 ans en jouant du piano pour Jesse Belvin. Cependant, dans une interview accordée en 1995 au Boston Herald, White a nié avoir écrit ou arrangé la chanson. Il pensait que l'histoire était une exagération de la part des journalistes. Bien que White et Belvin aient vécu dans le même quartier, Belvin avait 12 ans de plus que White. Dès son enfance, Barry White était fasciné par la musique et voulait la comprendre et l'explorer davantage. Selon certaines sources, Barry White écoutait la musique à la radio et cherchait des moyens de faire de ses chansons préférées une partie de sa vie. Le chanteur suivait également de près la scène musicale locale lorsqu'il était enfant. Depuis que je suis tout petit, chaque fois que j'entendais à la radio une chanson que j'aimais, j'en faisais ma chanson, écrit M. White. Si j'étais seul, je m'attachais immédiatement à elle, comme à une pierre de touche du moment et du lieu où je l'avais entendue pour la première fois. Si j'étais avec une femme, elle me rappelait clairement avec qui j'étais, ce que je ressentais pour elle et ce qu'elle ressentait pour moi. Il a également ajouté que la musique jouait un rôle majeur dans ses expériences romantiques et, lorsqu'il a finalement commencé à faire sa propre musique, il a consciemment essayé de permettre à ses chansons d'être une source d'inspiration pour les amoureux des différentes parties du monde. L'un des moments les plus importants de sa vie, qui a façonné son existence, s'est produit alors qu'il était très jeune. Barry White l'a décrit comme l'un de ses souvenirs les plus intéressants. Et il s'agit du changement de sa voix au fur et à mesure qu'il grandissait. Un changement qu'il a immédiatement adopté. Alors que sa voix était à l'origine un peu grinçante, elle a soudain changé et s'est approfondie, ce qui l'a à la fois effrayé et intrigué. Enfant, j'avais une voix d'enfant normale et grinçante. Puis, à l'adolescence, elle a complètement changé. Ma mère a pleuré parce qu'elle savait que son petit garçon était devenu un homme, a-t-il révélé dans une interview. Le changement s'est produit presque du jour au lendemain et l'a définitivement pris par surprise. Lors d'une autre interview, en 2000, avec Conan O'Brien, il s'est souvenu « Je me suis réveillé un matin à l'âge de 14 ans. J'ai parlé à ma mère et je nous ai fait peur à tous les deux.
Selon le Sydney Morning Herald, White et sa mère étaient très excités lorsque sa voix s'est transformée. « J'ai eu peur, ainsi que ma mère, lorsque j'ai parlé ce matin-là », a déclaré M. White. « C'était totalement inattendu. Ma poitrine a tremblé. Je veux dire des vibrations. Ma mère me regardait fixement et je la regardais fixement. L'instant d'après, son visage droit s'est transformé en un magnifique sourire. Des larmes ont coulé sur son visage et elle a dit « Mon fils est un homme maintenant ». White, bien sûr, sera par la suite connu pour sa voix unique et profonde. Mais alors que ce changement important s'opérait dans sa vie, son environnement et peut-être l'absence d'une figure paternelle dans sa vie l'ont conduit sur un chemin sombre, un chemin qui l'amènera à perdre l'un de ses frères. Barry et son frère Daryl ont rejoint le monde du crime. Le temps passé par Barry dans le monde criminel est bien connu de tous, même de Snoop Dogg, qui aurait déclaré en 1999 « Les gens ne comprennent même pas à quel point Barry White est un gangster ». Des années avant que des films comme Boys in the Hood, South Central ou Menace to Society ne célèbrent le charisme cinématographique des garçons sauvages californiens, des gangs portant des noms tels que les Gladiators et les Slauson sévissaient dans les années 50 et 60. Malheureusement, Barry s'est retrouvé mêlé à certains de ces gangs. Il a d'abord été impliqué dans les Roaming Twenties, puis a rejoint les Businessmen. Le sud-ouest de Los Angeles comptait 4 ou 5 gangs. Le West Side en comptait 11 ou 12. Le premier gang auquel j'ai appartenu s'appelait les Roaming Twenties, puis j'ai rejoint le gang le plus en vogue, les Businessmen. Barry a révélé lors d'une interview, sa mère l'a supplié de quitter le gang et de cesser ses activités criminelles. Elle craint que leur petit délit ne se termine par le meurtre d'un civil innocent, ce qui conduirait son fils derrière les barreaux pour une longue période. Mais Barry, en pleine adolescence, n'en démord pas. « Ma mère voulait que nous abandonnions », a déclaré Barry lors d'une interview. « Elle était convaincue que nous allions tuer quelqu'un ou que quelqu'un allait nous tuer. Un jour, je me suis énervé et j'ai crié « Comment pensez-vous pouvoir marcher dans ces rues la nuit? Comment crois-tu pouvoir le faire sans te faire voler ?» Je lui ai dit que nous allions à des soirées dansantes et que nous nous battions parfois, mais je ne lui ai pas parlé des crimes. Eh bien, il a été impliqué dans le crime. Quand Barry était adolescent, il a eu sa propre série de crimes dans les rues de Watts. Pendant 11 mois, je ne pouvais pas m'endormir sans avoir volé une voiture. J'ai dû voler entre 150 et 200 voitures, révèle-t-il. En outre, il a été fortement impliqué dans les émeutes de Watts en 1965. Je suis un ancien membre de gang. Je viens du sud-est de Los Angeles. Je n'ai pas seulement entendu parler de l'émeute de 1965, j'y ai participé, a-t-il déclaré lors d'une interview. Cet aveu montre que le chanteur n'a peut-être pas quitté le monde de la criminalité à 16 ans comme il l'avait dit au public, puisque les émeutes ont eu lieu alors qu'il avait 21 ans. Les émeutes de Watts sont une série d'affrontements violents entre la police de Los Angeles et les habitants de Watts et d'autres quartiers à prédominance afro-américaine du centre-sud de Los Angeles, qui ont commencé le 11 août 1965 et ont duré 6 jours. La cause immédiate des troubles était l'arrestation d'un Afro-Américain, Marquette Fry, par un officier blanc de la California Highway Patrol, soupçonné de conduite en état d'ébriété. Bien que la plupart des témoignages s'accordent aujourd'hui sur le fait que Fry a résisté à son arrestation, il n'est pas certain qu'il ait été fait un usage excessif de la force pour le maîtriser. Les émeutes ont fait 34 morts, plus de 1000 blessés et plus de 40 millions de dollars de dégâts matériels. La plupart des images les plus frappantes des émeutes montrent les incendies massifs allumés par les émeutiers. Des centaines de bâtiments et des pâtés de maisons entiers ont été réduits en cendres. Les pompiers ne pouvaient pas travailler, car la police ne pouvait pas les protéger des émeutiers. Il est intéressant de noter que certains ont suggéré que les émeutes étaient une insurrection fomentée par des gangs urbains, ce qui signifie que Barry pourrait avoir joué un rôle dans ce chaos destructeur. La vie de Barry a pris une trajectoire différente lorsqu'il a goûté à la vie derrière les barreaux pour avoir volé un tas de pneus alors qu'il n'avait que 16 ans. C'est à cette époque, en écoutant la chanson d'Elvis Presley It's Now or Never, qu'il a décidé de consacrer sa vie à la musique. Après 2 mois passés à l'intérieur, il a enfin commencé à se rendre compte de la situation, écrit-il. « Je dois changer mes habitudes, car si je ne le fais pas, je finirai en prison pour le reste de ma vie. » Après 7 mois d'incarcération, White est libéré le 28 août 1960. Malgré son vœu de ne plus jamais retourner en prison, il est arrêté quelques semaines après sa libération en 1960. Il est accusé de tentative de meurtre. Cependant, il a été innocenté lorsque sa victime présumée est sortie du coma et a fourni une description précise de son véritable agresseur. White savait qu'il aurait du mal à changer ses mauvaises habitudes, mais il ne voyait pas d'autre issue. Quelques jours après sa sortie de prison, des amis lui ont proposé de rejoindre un groupe et de jouer de la basse. Jusqu'alors, White n'avait jamais envisagé la musique comme une option solide. Selon lui, c'est le moment où on lui a demandé de faire partie d'un groupe de musique
en 1960, qui a changé le cours de sa vie. Voyage musical. Le parcours musical de Barry White a commencé par des racines modestes et une adolescence agitée. Cependant, son talent indéniable et sa passion pour la musique l'ont poussé à aller de l'avant, ce qui l'a amené à enregistrer son premier disque à l'âge de 16 ans avec un groupe appelé les Upfronts. La chanson s'intitulait Little Girl et a été enregistrée sur un label local de Los Angeles, Loomtone Records. Le groupe n'a pas eu beaucoup de succès et White a ensuite travaillé pour plusieurs labels indépendants en tant qu'artiste et en tant que musicien de répertoire. En grandissant, Barry White s'est aventuré dans l'industrie musicale, travaillant pour divers labels indépendants dans la vibrante ville de Los Angeles. C'est à cette époque que ses capacités exceptionnelles attirent l'attention des professionnels de l'industrie, dont le célèbre Bob Keane, responsable des premiers enregistrements du légendaire Sam Cooke. L'un de ces labels, Mustang, était très en vogue à l'époque, avec un groupe appelé Bobby Fuller Four en 1966. Keane a reconnu l'immense potentiel de White et lui a proposé un poste d'A&R, ce qui lui a donné l'occasion de développer ses compétences et de découvrir d'autres artistes talentueux. White a été engagé pour $40 par semaine afin de s'occuper de l'A&R pour la famille de labels de Keane, Delphi, Mustang et Bronco. White a flirté avec l'idée de devenir un artiste enregistré, réalisant un disque pour Bronco intitulé All in the Run of a Day. Mais il choisit de s'en tenir à ses fonctions d'A&R. L'un des premiers groupes avec lesquels il a travaillé était les Versatiles, qui ont ensuite changé de nom pour devenir la 5e Dimension. L'un des premiers succès de Barry White est dû à sa collaboration avec la talentueuse chanteuse Viola Wills. Ensemble, ils ont créé un morceau soul qui a laissé une marque indélébile sur l'industrie musicale. La chanson, intitulée Lost Without the Love of My Guy, a trouvé un écho profond auprès du public et a rapidement grimpé dans les hit parades, se classant dans le top 20 des hits R&B. Le mélange envoûtant de la voix douce et veloutée de White et de la voix puissante de Wills a créé un chef-d'œuvre musical qui a captivé les auditeurs. Le titre met en évidence leur incroyable alchimie et leur talent indéniable, laissant le public en admiration devant leur capacité à créer des mélodies qui font vibrer l'âme. Le succès de Lost Without the Love of My Guy a propulsé la carrière de Barry White vers de nouveaux sommets. Tout d'abord, son salaire augmente de $20 et passe à $60 par semaine. White commence également à travailler avec le Bobby Fuller Four. Keane et Larry Nunes, qui devint plus tard le conseiller spirituel et le véritable ami de White, souhaitaient créer un groupe féminin. White avait entendu parler d'une chanteuse nommée Phyllis Taylor, et ensemble, ils ont eu 3 succès. It May Be Winter Outside, I'm Under the Influence of Love et I Feel Love Coming On. Ces disques ont connu un grand succès en Angleterre et White est rapidement devenu un atout si précieux qu'il a commencé à gagner $400 par semaine. Son style unique et sa voix captivante ont attiré l'attention des amateurs de musique et des professionnels de l'industrie. La capacité de White à imprégner sa musique d'émotions brutes et d'authenticité l'a distingué de ses contemporains, consolidant son statut d'étoile montante. Malheureusement, Bronco fait faillite. Cependant, cela n'a pas détourné White de son chemin, car il a rapidement commencé à produire de manière indépendante. Il connaît alors une période de vache maigre. L'arrangeur chevronné Gene Page, qui arrangera ou co-arrangera plus tard les succès de White, l'aide en lui donnant du travail et en lui accordant des prêts non remboursables. 3 ans plus tard, Paul Politi, qui travaillait également chez Bronco, l'a contacté pour lui dire que Nune était intéressé par la création d'une entreprise avec lui et qu'il avait commencé à couper des pistes pour un album conceptuel sur lequel il travaillait. Entre-temps, White avait commencé à travailler avec un groupe de filles qui n'avaient jamais chanté professionnellement et elles ont répété pendant près d'1 an. White écrit « Walking in the Rain with the One I Love » avec des paroles inspirées par des conversations avec l'une des chanteuses, Glodian James, qui deviendra plus tard la seconde femme de White. White baptise le groupe Love Unlimited. Ce groupe de musiciens et de chanteurs talentueux partageait sa passion pour la création d'une musique pleine d'âme et de cœur, et, ensemble, ils se sont lancés dans un voyage musical qui allait captiver les publics du monde entier. Love Unlimited a connu un grand succès avec son album From a Girl's Point of View. L'album met en évidence la musicalité exceptionnelle du groupe et le talent de White pour créer des chansons qui trouvent un écho profond auprès des auditeurs. Le mélange unique de soul et de R&B du groupe, associé à ses performances puissantes, a touché une corde sensible chez le public, consolidant sa place dans l'industrie musicale. Larry Nunes apporte le disque à Russ Regan, qui dirige le label uni appartenant à MCA. Love Unlimited From a Girl's Point of View se vend à 1 million d'exemplaires. La malchance s'abat sur Barry lorsque Regan quitte Uni Records pour le 20th Century. Sans Regan, les relations de White avec Uni Records s'enveniment. Il décide de travailler avec un autre groupe.
Il veut travailler avec un artiste masculin et fait 3 démos de chansons où il chante et joue du piano. Cependant, lorsque Nunes les a entendus, il a insisté pour qu'il les réenregistre et les publie en tant qu'artiste. Ils en discutèrent pendant des jours et Nunes réussit à convaincre White de le faire, bien que ce dernier soit encore hésitant lorsque la copie de l'étiquette fut faite. Il allait utiliser le nom White Heat, mais le disque, I've Got So Much to Give, 1973, est devenu le premier album de Barry White. Cet album révolutionnaire met en évidence l'incroyable palette vocale de White et sa capacité à transmettre des émotions brutes à travers sa musique. L'album contient le tube I'm Gonna Love You Just a Little More Baby, qui en est la chanson-titre et qui l'a aidé à consolider son statut de force musicale avec laquelle il faut compter. Parallèlement à sa carrière solo, Barry White a également formé le Love Unlimited Orchestra, un ensemble qui met en valeur son talent pour la création de musique instrumentale captivante. L'orchestre a sorti le tube instrumental Love's Theme, une composition envoûtante qui s'est classée en tête des hit parades et a valu à Barry White un prestigieux prix BMI pour plus de 3 millions de reprises. Ce chef-d'œuvre instrumental a mis en évidence sa polyvalence en tant que musicien et sa capacité à créer de la musique qui transcende les genres. Au fil des ans, Barry White a continué à sortir une série d'albums à succès, chacun mettant en valeur son style unique et sa voix captivante. Des albums tels que Stone Gun, Barry White Sings for Someone You Love et Let the Music Play ont consolidé sa place dans l'industrie musicale et renforcé son statut d'icône musicale. Il a également composé la bande originale du film The Together Brothers de la 20th Century Fox, qui a connu une résurgence en vidéo amateur. L'orchestre de studio de White comprenait des légendes bien connues, telles que les guitaristes Ray Parker Jr., le bassiste Nathan East, Wah Wah Watson, David T. Walker, Dean Parks, Don Peake, le bassiste Wilton Felder des Crusaders, Lee Ritenour, le batteur Ed Green, le percussionniste Gary Coleman et plus tard, le claviériste Ron Coleman. Sa série de succès semble illimitée, mais elle ne tarde pas à s'essouffler. Russ Regan et un autre allié, Hosea Wilson, partent au 20e siècle et White se retrouve avec un management qu'il ne voit pas d'un très bon œil. Il quitte également le label après avoir rempli son contrat avec 2 autres albums, Love Unlimited Orchestra's My Musical Bouquet et son propre album I Love to Sing the Songs, I Sing. Il signe un contrat de label personnalisé avec CBS Records. À l'époque, ce contrat est considéré comme l'un des plus importants jamais conclus. Il crée un label appelé Unlimited Gold. L'équipe comprend White, Love Unlimited, le Love Unlimited Orchestra, Jack Perry et un chanteur adolescent nommé Danny Pearson, qui se classe avec une chanson intitulée What's Your Sign Girl. Au fil de sa carrière, Barry White a continué à évoluer en tant qu'artiste, explorant de nouveaux territoires musicaux et collaborant avec des personnes talentueuses. Il a notamment collaboré avec le talentueux chanteur Glodin James, qui a ajouté une nouvelle dimension à la musique de Barry White. Il a également réalisé un album en duo avec Glodin James, intitulé Barry and Glodin. White et James ont uni leurs forces pour créer une série de spectacles et d'enregistrements inoubliables. Leur voix puissante et leur indéniable alchimie ont créé une synergie musicale qui a captivé le public du monde entier. Ensemble, ils ont sorti une série d'albums à succès, chacun mettant en valeur leur talent exceptionnel et leur capacité à créer une musique pleine d'âme et de sincérité. Leur collaboration a donné naissance à des succès tels que You're the Only One for Me et Let's Make Tonight an Evening to Remember, qui ont trouvé un écho profond auprès des auditeurs. La combinaison de la voix douce et veloutée de White et de l'interprétation pleine d'âme de James a créé une expérience musicale à la fois captivante et chargée d'émotions. Le succès de Barry White s'est poursuivi jusque dans les années 1990, lorsqu'il a signé avec A&M Records et publié plusieurs albums qui ont mis en évidence son talent durable et sa capacité à s'adapter à l'évolution des tendances musicales. L'un de ses albums les plus remarquables durant cette période est The Icon Is Love, qui est devenu son album le plus vendu depuis les années 1970 et qui est devenu multiplatine. The Icon Is Love contient le tube Practice What You Preach, une ballade soul qui montre la capacité de White à transmettre des émotions brutes à travers sa musique. L'album comprend également d'autres titres marquants tels que Come On et All of Me, qui renforcent encore le statut d'icône musicale de White. La capacité de Barry White à communiquer avec le public à un niveau profond et personnel témoigne de son authenticité en tant qu'artiste. Sa musique a trouvé un écho auprès d'auditeurs de tous horizons, transcendant les frontières et touchant le cœur et l'âme de millions de personnes. Outre son succès en solo, Barry White a continué à collaborer avec d'autres artistes, élargissant ainsi ses horizons musicaux. Ses collaborations avec des musiciens et des producteurs de renom lui ont permis d'expérimenter différents genres et styles, mettant en évidence sa polyvalence en tant qu'artiste.
Malgré l'évolution du paysage musical, la musique de Barry White est restée intemporelle et pertinente. Sa capacité à insuffler de l'âme, de la passion et de l'authenticité à sa musique l'a distingué de ses contemporains. Sa voix profonde et résonante et ses paroles sincères ont créé une expérience musicale à la fois captivante et chargée d'émotions. L'impact de Barry White sur l'industrie musicale ne peut être surestimé. Ses contributions à la musique soul et R&B ont laissé une marque indélébile, influençant d'innombrables artistes qui ont suivi ses traces. Son style unique et sa voix incomparable continuent aujourd'hui encore à inspirer les auditeurs. Pour son travail remarquable, Barry White a reçu 2 Grammy Awards pour son album Staying Power, consolidant ainsi son statut de légende musicale. Sa capacité à créer des mélodies qui font vibrer l'âme, combinée à sa voix captivante, lui a valu une large reconnaissance et une grande popularité tout au long de sa vie. Bien que sa carrière musicale ait été brillante et jalonnée de succès notables, sa vie privée a été en grande partie bouleversée. Une vie en dehors de la musique et une mort tragique. La vie de Barry White en dehors de la musique a connu des hauts et des bas. Dans les années 1970, alors qu'il est au sommet de sa carrière musicale, Barry White décide d'explorer sa passion pour la comédie. Il fait ses débuts sur le grand écran en prêtant sa voix grave et veloutée au personnage de Brother Bear dans le film controversé Coonskin. Ce rôle inattendu met en évidence la polyvalence de White en tant qu'artiste et laisse le public en admiration devant sa capacité à captiver tant par sa voix que par sa présence à l'écran. Il a également interprété le personnage de Samson dans les segments en prise de vue réelle du film. Mais les ambitions de White en tant qu'acteur ne s'arrêtent pas là. Il a également fait des apparitions mémorables dans des séries télévisées populaires telles que Les Simpsons et Ally McBeal. Ces apparitions lui ont permis de mettre en valeur sa personnalité charismatique et de consolider son statut d'artiste aux multiples talents. White a fait 3 apparitions dans la série télévisée comique et dramatique Ally McBeal, sa musique apparaissant souvent dans les séquences de rêve de la série. Dans l'épisode Walking Day des Simpsons, Bart et Lisa ont utilisé sa voix grave, diffusée par des haut-parleurs placés sur le sol pour bercer et attirer les serpents, les sauvant ainsi de l'extermination. White était un fan de la série et aurait contacté l'équipe pour faire une apparition en tant qu'invité. Il a fait une 2e apparition dans l'épisode Krusty Gets Cancelled. Il a également joué le rôle d'un chauffeur de bus dans une publicité pour Prodigy en 1995 et a fait la voix d'un lapin dans une publicité pour le mélange de salade et de vinaigrette Good Seasons, en chantant une chanson intitulée You Can't Bottle Love. Vous ne pouvez pas mettre l'amour en bouteille. Il a également travaillé pour des publicités automobiles, notamment pour Oldsmobile et plus tard pour Jeep. White a également assuré la voix off pour des publicités du restaurant Arby's à la télévision et à la radio afin de promouvoir son menu Market Fresh. On peut également entendre la voix de White dans la première publicité pour l'iBook d'Apple. Si sa carrière d'acteur occupe une place importante dans sa vie, la vie privée de Barry White est tout aussi intrigante. Il était connu pour son image romantique et sa vie personnelle reflétait cette réputation. Il s'est marié 2 fois, d'abord avec son amour de jeunesse, Mary, peu après son séjour en prison, avec qui il a eu 4 enfants. Malgré les difficultés rencontrées, leur histoire d'amour est restée dans les annales. Ils se sont séparés en 1969 et ont ensuite divorcé. Plus tard dans sa vie, White a retrouvé l'amour avec le chanteur Claudine James. Leur relation, passionnée et tumultueuse, a donné naissance à 4 enfants. Malgré leur séparation, White et James sont restés légalement mariés jusqu'à la mort prématurée de ce dernier en 2003. Sa vie personnelle mise à part, Barry White n'a malheureusement pas toujours été compris et n'a pas reçu l'attention qu'il méritait de la part du public. On s'est parfois moqué de lui et on l'a ridiculisé. Selon The Guardian, il fut un temps où les médias méprisaient White en raison de ses paroles plutôt torrides et l'identifiaient comme un musicien qui ne faisait que de la musique vulgaire. Cependant, White était prêt à accepter cette image. Son apparition dans l'émission The Simpsons, en tant que lui-même, a montré qu'il était à l'aise avec la comédie d'autodérision. Dans une interview, on a demandé à M. White ce qu'il pensait du fait de devoir vivre avec des étiquettes telles que celle d'être considéré comme un sexe symbole. « Cela ne me gêne pas. Je ne suis rien de tout cela. Je suis Barry White », a-t-il déclaré. « Me donner différents surnoms ne me dérange pas du tout. Je suis Barry White. Buvez une gorgée de champagne. Les femmes n'aiment pas les œufs de poisson. Elles ont une nature différente. Les hommes adorent ça. » Les médias ne sont pas les seuls à lui donner du fil à retordre, car ses fans semblent également se retourner contre lui. C'est ce que l'on a pu constater lors de ce qui allait devenir son dernier spectacle. Pour comprendre pourquoi ses fans se sont retournés contre lui et l'ont hué pendant qu'il se produisait, il est important de parler d'abord de ses problèmes de santé. Tout a commencé en 1995, lorsqu'il a souffert d'hypertension artérielle en raison de son poids et a été admis à l'hôpital. Une série de problèmes de santé vont peu à peu réduire ses capacités en tant qu'artiste. Comme l'ont rapporté plusieurs médias, White a souffert de problèmes de poids,
d'hypertension artérielle et d'insuffisance rénale. Son état de santé a fini par affecter sa carrière à plus d'un titre. Malheureusement, les fans du chanteur n'étaient pas fans de ses problèmes de santé, et White est probablement allé dans la tombe avec l'un de ses derniers souvenirs, celui de ses fans qui l'ont ridiculisé au lieu de le féliciter. Ses nombreux problèmes de santé n'ont jamais semblé s'améliorer, et ont même empiré avec le temps. Mais White a persisté et a continué à se produire malgré ses maladies. Lors de l'une de ses dernières apparitions publiques, il s'est produit lors d'un concert à Sydney, en Australie, en 2000. Mais il n'a pas pu se lever et donner tout ce qu'il avait. À ce moment-là, White souffrait d'un œdème qui provoque un gonflement des tissus corporels dû à un excès de liquide, en particulier au niveau des jambes et des chevilles. L'œdème était la cause première des problèmes de mobilité de Barry. Ses invités, qui avaient payé de leur poche pour le voir se produire, étaient mécontents. Selon la BBC, les sièges étaient disposés en fer à cheval. En raison de la conception multilatérale de la salle et de l'incapacité de M. White à se lever et à se déplacer pendant qu'il chantait, plus de la moitié des 4000 spectateurs du concert n'ont pas pu le voir. Le spectacle se déroulait en rond et il ne voulait pas se tourner, si bien que la moitié du public ne voyait que son dos et le huait, écrit le biographe de Barry. Son manager a également révélé plus tard qu'il devait se produire assis. Cela a exaspéré les foules qui voulaient que Barry joue du piano et se déplace. Certains ont également critiqué la qualité du son de la salle. White a répondu aux huées de la foule en se retournant sur son siège. Près de la moitié des spectateurs sont sortis prématurément, certains après seulement 30 minutes. Au bout d'une heure, les organisateurs ont proposé aux fans de les rembourser, rapporte la BBC. Le fils de M. White estime que son père a fait de son mieux, compte tenu des circonstances. Il n'était pas capable de se lever, mais il essayait. Il luttait, mais il essayait. Et Dieu le bénisse pour cela, a-t-il déclaré. White luttait contre l'épuisement pour rester animé lors de ses concerts. C'est ainsi qu'il a cessé de se produire. En 2002, le légendaire artiste s'est battu contre une insuffisance rénale attribuée à un diabète chronique et à un diabète sucré dû à des années d'hypertension. Il était sous dialyse, en attente d'une greffe de rein, et avait été hospitalisé à la suite d'un accident vasculaire cérébral. C'est dans l'attente d'une greffe de rein que l'état de santé de White s'est véritablement dégradé. En mai 2003, la star a été victime d'une grave attaque cérébrale qui l'a conduit à se retirer de la vie publique. Quelques mois plus tard, il perd la vie. L'annonce de sa mort a été faite par son manager qui a déclaré qu'après des années d'hypertension artérielle, White est décédé au Cedar Sinai Medical Center vers 9h30 le 4 juillet 2003. Le chanteur avait été hospitalisé et avait subi de fréquentes dialyses pour maintenir son état à distance. En plus de l'hypertension et de l'insuffisance rénale, White était également en surpoids pendant la majeure partie de sa vie d'adulte, ce qui l'a amené à développer un diabète de type 2. En fin de compte, Barry White a laissé à ses fans un héritage riche mais douloureux. Il avait encore beaucoup de choses à faire et son œuvre est restée inachevée. Malheureusement, sa santé défaillante ne lui a pas permis de poursuivre ses objectifs et ses rêves. La mort de White a brisé le cœur de ses fans, qui lui ont rendu un hommage émouvant à Los Angeles. Plus d'une centaine de fans et d'amis du chanteur ont célébré sa vie et sa musique dans un parc du centre-ville après sa mort, rendant hommage à White et dansant sur certaines de ses meilleures chansons. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur les cases qui s'affichent sur votre écran pour regarder des contenus similaires.